Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être en communication avec Donatella Calabi, à qui je dis d'abord, avant tout, buongiorno, bonjour Donatella. Bonjour, bonjour à vous tous. Alors maintenant, je vais dire qui est cette grande dame. Cette grande dame nous a régalé avec un livre qui a paru pour l'exposition qui a suivi d'ailleurs la parution du livre Ghetto de Venise 500 ans. Donatella Calabi est directrice du comité scientifique du 5e centenaire de l'institution du Ghetto de Venise et elle est elle-même la commissaire de l'exposition sur le même sujet qui a été inaugurée donc au mois de juin au Palais des Doges et qui s'est tenue jusqu'à ces jours-ci en fait. Elle se tient encore, Donatella ? Oui, elle est encore ouverte jusqu'au 13. Donc elle va fermer bientôt. Donc, que ceux qui m'écoutent se précipitent à Venise ou ceux qui y sont déjà aillent voir cette magnifique exposition. Alors, je dois dire que vous avez plusieurs cordes à votre violon puisque vous êtes aussi historienne, professeure. Et tout de suite, là, on va démarrer. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous allez nous parler de ce ghetto de Venise. Votre livre a été traduit de l'italien par Marie-Georges Gervasoni et apparu aux éditions Diana Levi. Alors, Donatella, que veut dire le mot ghetto? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le mot ghetto, qui aujourd'hui a à quoi faire avec l'isolement, un concept d'isolement à la fois social et physique, en effet, n'a rien à voir ni avec les Juifs, ni avec les ségrégations au début. Dans le sens qu'il était un nom de lieu, un toponyme. Il s'agissait d'une partie de la ville destinée à une fonderie de cuivre qui, en vénitien, s'appelait getto. Jeter les restes d'une laboration du cuivre, c'était la fonction et donc le nom de l'endroit à partir du Moyen-Âge. C'est seulement quand l'institution de ghetto a eu lieu en 1516 et une partie des Juifs qui étaient hébergés dans le lieu, dans l'endroit, étaient d'origine allemande, que le terme ghetto devient ghetto avec la gué dure. Donc, il faut savoir, il faut se souvenir que ce qu'aujourd'hui nous utilisons pour définir des situations tout à fait différentes, le ghetto de Venise comme le ghetto nazi de Varsovie ou bien les banlieues parisiennes, sont en effet des situations tout à fait différentes. Et je crois que réfléchir sur les différences entre ces différentes ghettos est assez important. Ça nous amène à réfléchir parce que justement on va reprendre ceci parce que vous faites un parallélisme avec l'époque actuelle. Mais alors, Donatella, est-ce que vous pouvez nous parler de cet agrandissement du ghetto parce qu'il y a eu il vecchio et il nuovo? Tout à fait. Et c'est intéressant justement le fait que le nuovo, c'est-à-dire le nouveau, vient d'abord et le vecchio, le vieux, vient en deuxième. C'est intéressant parce que justement ce fait souligne l'origine du nom, c'est-à-dire l'origine comme nom du lieu. Le ghetto nuovo, c'est le premier. Il a été institué en 1516 et il a été institué par le Sénat de la République comme lieu où envoyer les Juifs à habiter unis dans une cour de maisons qui sont en effet autour d'une place, d'une large place et entourée d'un canal. Il s'agit d'une île en effet. Et le fait d'être entouré par le canal est important du point de vue du contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était la règle de l'institution de ghetto, deux gardes en effet vénitiens
et chrétiens qui passaient autour du canal pendant la nuit pour contrôler que les portes du ghetto soient fermées. Le deuxième ghetto, le ghetto vecchio, et je souligne et j'insiste sur le fait que le vieux vient après le nouveau, simplement à cause du toponyme. Le ghetto vecchio est le deuxième extension du ghetto, institué en 1541, suite à une migration importante des Juifs espagnols et portugais surtout. Et il s'agit d'une partie, une extension qui est concédée aux Juifs, à la communauté des Juifs de la part du Sénat pour ce nombre de nouveaux migrants qui arrivent surtout de la zone méditerranéenne espagnole. Et puis il y aura un troisième ghetto, le ghetto Nuovissimo, en 1633, pour surtout les Juifs d'origine grecque et de l'Empire ottoman. Ces origines sont un principe parce qu'en effet, s'agissant d'un quartier très restreinte, il y avait toujours une sorte d'invasion de la part des uns sur les autres. Donc cette séparation entre Allemands, Italiens, Espagnols, Portugais ou gens de l'Empire ottoman est une séparation qui ne va pas rester tout à fait rigide. Mais en principe, de la part du Sénat et de la part de la communauté juive, il y aurait eu un intérêt à garder une certaine séparation entre les différentes communautés. En effet, le ghetto, l'ensemble des trois ghettos, était vraiment un quartier très cosmopolite. Il faut penser que ces gens avaient des origines très différentes. Ils étaient juifs, d'accord, mais les habitudes étaient très différentes, les habitudes alimentaires, par exemple, et surtout les langages. Ceux qui parlaient yiddish avaient des difficultés à comprendre les gens qui parlaient espagnol ou portugais. Donc, des incompréhensions et quelquefois des véritables conflits existaient entre les uns et les autres. Et ça, c'est important pour avoir une idée de la vie quotidienne de ces trois quartiers, qui sont en effet trois morceaux de quartiers très petits et très liés l'un à l'autre. Donatella, quand vous parlez des différences alimentaires, par exemple, ça serait intéressant de savoir laquelle des communautés a importé les artichauts à la juive, parce que beaucoup de gens vont en Italie sans savoir qu'en fait c'est un plat typiquement juif, l'artichaut. L'artichaut, c'est un plat typiquement juif, mais c'est un plat typiquement méditerranéen. Et en effet, ceux qui arrivaient à Venise, c'est vraiment un mixage de plats vénitiens, méditerranéens, importés par la Grèce surtout, et l'Espagne, et les plats juifs. Donc, l'artichaut est quelque chose qu'on cultive beaucoup dans les îles de la Vénétie. Et donc, utilisé par les Juifs certainement, mais utilisé par les Vénitiens tout court. Même maintenant, vous avez des îles entières qui sont cultivées à artichauts. Ils sont des artichauts assez spécifiques, très petits, un peu violets, complètement différents des artichauts que vous trouvez à Rome, par exemple, et qui étaient utilisés dans la cuisine, dans l'alimentation vénitienne. Donc là aussi, ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est la perméabilité des habitudes. Dans mes études par rapport au ghetto, j'ai l'impression que les règles étaient vraiment importantes, mais les infractions aux règles, par rapport à tout, par rapport aux bâtiments, par rapport à l'alimentation, par rapport à la vie quotidienne, par rapport au mouvement dans la ville, etc., c'était l'histoire véritable de la ville. Alors, Donatella, vous consacrez un chapitre très intéressant aux métiers privilégiés dans le ghetto. Oui. Alors, les métiers privilégiés dans le ghetto et enfin la raison spécifique pour garder
les Juifs dans la ville de la part de la République de Venise sont certainement les banques de prêt. C'est-à-dire que le prêt sur gage est la raison pour considérer que les Juifs étaient vraiment importants pour le commerce. Venise était dans les premières décennies du XVIe siècle, fin XVe, début XVIe, une ville marchande et peut-être la plus importante ville marchande de l'Europe. Le véritable centre de l'économie monde, dit Fernand Braudel. Le rôle des minorités étrangères dans ce cadre était vraiment important. Et ce qu'on trouve très fréquemment dans les archives, est l'expression « ils nous sont utiles ». C'est vrai pour les Juifs, comme c'est vrai pour les Allemands, pour les Turcs, pour les Grecs, pour les Albanais, pour les Arméniens, etc. C'est-à-dire que la République a intérêt à avoir des différents étrangers dans la ville pour des raisons de trafic commercial. Et parmi d'autres, justement, les Juifs. En effet, il y avait une sorte de délègue aux différentes communautés. Par exemple, les Allemands traitaient surtout les laines, les tissus et les laines, puis il y avait d'autres qui travaillaient le soie, les Florentins ou d'autres, les épices, ou bien justement le prêt sur gage, qui était pour les Juifs. Et pour ça, les Juifs étaient considérés vraiment utiles au fonctionnement de la République. Il faut penser qu'il ne s'agissait pas d'engager des petits bijoux pour les familles pauvres seulement. Il y avait aussi ça aussi, mais il y avait aussi le prêt sur gage pour les aristocrates riches, importants, disons pas riches mais importants, qui avaient besoin d'argent liquide pour leur trafic méditerranéen. Et même la République elle-même avait besoin d'engager quelquefois dans des périodes de crise de l'argent liquide de la part des Juifs. Donc le prêt sur gage était vraiment important. À côté de ça, l'autre ensemble de métiers permis officiellement aux Juifs était tout ce qui s'appelait en vénitien strazzeria. Strazzeria veut dire la vente de deuxième main, des objets de deuxième main. Ce qu'on appelle aussi roba vecchia, non? Roba vecchia, exactement. C'était des vêtements, c'était des tissus, c'était des draps, c'était des mobiliers. Et tout ça était important, encore une fois, pas seulement pour les gens normaux, mais aussi pour la République. Par exemple, dans des fêtes importantes ou de l'accueil des ambassadeurs de la part de la République, ils utilisaient les mobiliers ou bien les tissus précieux donnés par les Juifs pour organiser l'accueil. Donc, des métiers qui étaient utiles à la République. Ça, ce sont les métiers officiellement permis. La réalité est beaucoup plus complexe parce qu'en effet, et ça dans l'expo, on l'a documenté assez en détail, je crois, il y avait toute une série de métiers de la vie quotidienne. D'un côté, les fonctions d'assistance, mais de l'autre, tout ce qui a à quoi faire avec les boutiques pour l'alimentation, et étant les communautés différentes, les Ashkénazes ou les séfarades, il y avait des boutiques pour les uns et pour les autres. Donc, dans un endroit restreint, il y avait un grand nombre de boutiques, plus qu'ailleurs dans la ville. Mais aussi le couturier, le vendeur de tabac, le vendeur de livres, le vendeur de chandelles. Il y a toute une série de métiers et de boutiques qui, a priori, n'auraient pas dû être forcément permis et existants dans le ghetto, mais qui existaient de fait. Là, sur lequel je crois ça vaut la peine d'insister est justement
la richesse, par rapport à la pauvreté du bâtiment, et je vais revenir sur la pauvreté du bâtiment qui est importante pour avoir une idée du caractère du ghetto. Par rapport à ça, au contraire, la richesse des boutiques, des activités est vraiment considérable et plus consistant que ailleurs dans les autres banlieues de la ville. Alors Donatella, le lien justement, avant de parler de la pauvreté du bâtiment qu'on découvre en fait dans votre livre, et vous allez être là pour en parler parce que c'est un bonheur que de vous entendre en direct. Pouvez-vous nous parler de la vie religieuse et de la vie communautaire, parce que c'est extrêmement important, et puis faire le lien un petit peu avec ce que le touriste aujourd'hui peut voir encore de ce qui reste de la vie religieuse à Venise. Tout à fait. Alors, la vie religieuse était évidemment importante pour les Juifs de Venise et encore une fois, l'existence des différentes communautés était une condition d'organisation de la vie religieuse, dans le sens qu'il y avait et il y a toujours dans un endroit restreint 5 synagogues et 3 yeshivot qui sont des lieux d'études, d'écoles, mais d'écoles des livres sacrés et de vie religieuse encore une fois. Et donc, les 5 synagogues sont liées aux différentes communautés. L'allemande, l'italienne, la canton, qui veut dire simplement de l'angle, mais qui quelques personnes considèrent plutôt liée aux communautés d'origine française, l'espagnole et la portugaise. Donc, les différentes origines sont conditions importantes pour l'existence de différentes synagogues. Ça veut dire qu'il y avait des rites partiellement différents et même l'organisation des espaces était donc partiellement différente. En effet, conditionnée aussi par la statique des bâtiments. C'est toujours très compliqué faire une distinction nette entre des habitudes religieuses pures, la position par exemple de la teva ou de la bima, et les conditions de résistance du bâtiment qui font que quelquefois on a déplacé le lieu de la teva pour des raisons non pas religieuses, mais statiques du bâtiment. Mais en effet, au début, il y avait des synagogues plutôt de rite ashkénaze et d'autres plutôt de rite séfarade. Les 3 yeshivot étaient des lieux d'apprentissement importantes, des sortes d'écoles surtout sur les questions théologiques et philosophiques, et en même temps des lieux d'apprentissage en général. Il faut savoir que l'éducation pour les Juifs était absolument très importante, et que les enfants allaient à l'école très très jeunes, déjà à 5 ans, et même les filles, pas seulement les garçons. Et l'apprentissage était bien sûr de la langue écrite, de savoir lire, de lire la Bible ou le Talmud, mais aussi les mathématiques, la philosophie et d'autres sujets importants. Donc, il fallait aller à l'école. Être analphabète pour les Juifs était vraiment, même dans des siècles très, très loin, était vraiment inconcevable. Du point de vue de la vie communautaire, l'importance des lieux d'assistance est quelque chose qui a vraiment joue un rôle important dans la culture juive. Il y avait d'un côté les différentes communautés que j'ai nommées liées aux origines différentes. Il y avait une université des Juifs qui était un peu le gouvernement général du lieu, superposé, si vous voulez, au gouvernement de la part de la République, au gouvernement vénitien. Donc il y avait 2 formes de gouvernement qui contrôlaient la vie collective du lieu. L'université des Juifs
était géré par un conseil et un président élu, tous les deux, qui étaient élus périodiquement. Mais à côté de ça, il y avait toute une série de lieux, comment dire, sociétés d'assistance pour les filles qui avaient besoin d'aide pour le mariage, des veuves, des orphelins, des voyageurs pauvres, des personnes âgées, etc., des personnes liées aux funéraires, au rite funéraire, parce que c'était important pour les pauvres pour pouvoir organiser un rite funéraire décent. Oui, décent, etc. Donc, toute une série d'organisations d'assistance qui étaient vraiment qui sont très importantes dans la culture juive et qui étaient très importantes et qui avaient des petits lieux dans le ghetto destinés à eux. Donc, on le voit même dans quelques dessins d'archives qui enregistrent la présence de ces lieux. Petits endroits, sont vraiment des petits locaux, mais destinés aux lieux d'assistance. Et alors, justement, dans ces lieux d'assistance, vous consacrez un chapitre au cimetière. Tout à fait. Le cimetière est, je crois, quelque chose de très important dans la vie d'une ville et incontournable, si vous voulez. Parce qu'on peut vouloir les séparations, mais la mort doit être résolue et donc un cimetière doit absolument exister. En effet, le cimetière juif existait depuis le XIVe siècle, donc beaucoup plus tôt que l'existence du ghetto, et à la limite, comment dire, dans la partie limitrophe du Lido, oui, du Lido. Lido c'est l'île qui sépare la lagune de la mer ouverte. Et donc, très proche à la bouche du port, il y avait ce terrain cultivé, destiné aux vignobles surtout, mais qui était aussi utilisé pour le cimetière. Quand le ghetto a été institué, bien sûr, la zone devient beaucoup plus habitée, entre guillemets, à cause du nombre des personnes qui doivent être reçues dans le cimetière. La question du cimetière, qui est d'ailleurs un endroit fascinant, je trouve, le cimetière antique, ancien, tout à fait fascinant, et que je suggère aux auditeurs qui viennent à Venise d'aller voir, parce qu'il est vraiment magique, très sauvage, avec des arbres anciens et sur le bord de la lagune. Ce cimetière a été un endroit organisé à l'intérieur avec des tombeaux de personnages fameux, par exemple Sara Kopio-Sullam, cette femme très cultivée, poète et philosophe de la fin du XVIe, début XVIIe siècle, à laquelle d'ailleurs le rabbin très fameux Léon d'Amodena a dédié ses livres. Elle a écrit beaucoup et on a ses écrits. Et il y a le tombeau du rabbin et de la femme qui sont visibles dans le cimetière. Mais le cimetière a attiré mon intérêt aussi pour d'autres raisons. Parce que si on veut réfléchir sur l'antisémitisme ou antijudaïsme, on a là des épisodes très forts. Dans le sens que aux archives, on a un dessin, un nécrologe, qui a été exposé dans l'exposition du Palais des Doges et que j'ai reproduit aussi dans mon livre, d'un petit bateau qui, à travers lequel, qui était utilisé pour aller du ghetto au Lido. Parce que, évidemment, le rite funéraire devait venir un bateau. Le petit bateau a sur le toit, c'est presque difficile à le voir, mais c'est très important. Sur le toit du bateau, il y a un petit cochon qui est vraiment un signe évident de mépris par rapport aux Juifs. C'est terrible. Alors, Donatella,
Nous arrivons à Napoléon, que Oui. l'on doit vénérer dans ce cas précis. Absolument. Napoléon a été un personnage vraiment très important pour l'histoire des Juifs parce qu'il a ouvert les portes du ghetto. C'est-à-dire il a autorisé de brûler les ports en bois du ghetto dans la place majeure. Et tout de suite, il y a eu une fête, l'érection d'un arbre de la liberté au milieu de la place, et les rabbins qui dansaient autour de l'arbre de la liberté, et des changements tout à fait radicaux. D'un côté, l'assimilation, c'est-à-dire la possibilité pour les Juifs d'avoir des charges politiques, d'accéder aux professions et à la propriété des maisons et de la terre. Chose qui n'était pas vraie avant cette date, 1797. D'autre part, dehors du ghetto, les familles riches, surtout des banquiers, mais des banquiers entrepreneurs en général, ont pu acheter des maisons et quelquefois de véritables palais dehors du ghetto. Le cas de la Cadoro est probablement un des plus significatifs. La Cadoro est un bâtiment du Moyen-Âge que tout le monde qui vient à Venise connaît et regarde, et qui a été acheté par les banquiers Herrera et gardé pour une trentaine d'années, puis revendu à d'autres juifs, les Franchetti, qui ont commencé une collection importante qui est la base du musée de la Cadoro, qui toujours existe aujourd'hui. Mais d'autres exemples très très significatifs sont par exemple ceux qui tournent autour d'un personnage qu'on a choisi comme emblème de cette période d'assimilation, Jacopo Treves de Bonfil, qui a acheté un palais énorme sur le Grand Canal à San Marco, donc dans la partie plus prestigieuse de la ville, et qui a commencé une collection qui est devenue bientôt la collection la plus importante de peinture du 19e siècle à Venise. En même temps, il était très intéressé à la modernisation de la ville. Il a donc investi dans la chambre de commerce, dans le palais des Doges, et financer aussi la peinture de la part de Hayez, un peintre très connu de l'époque, des lunettes, je ne connais pas le nom en français, très importantes et qui sont exposées dans l'expo pour la chambre de commerce. Et ensuite, le chemin de fer entre Venise et Milan, l'Académie des Beaux-Arts, Portofranco, port libre. Le port libre, le port franc. Le port libre, port franc. Donc, des institutions qui sont absolument fondamentales pour la modernisation de la ville, sont pour la société civile de la ville. Et là, dans l'exposition, on a beaucoup fermé notre... fermé, c'est pas le mot. Arrêté notre regard sur ce personnage et les relations entre lui et d'autres personnages qui constituaient les protagonistes de la société civile au 19e siècle. Et on a vraiment l'impression d'un réseau de gens qui étaient très liés les uns aux autres. Par exemple, le directeur de l'académie, Cicognara, Leopoldo Cicognara, personnage très connu par les historiens de l'art, qui a suggéré à Jacopo Treves des noms de peintres sur lesquels investir son argent. Donatella Calabi, je suis désolée de vous interrompre, mais le temps nous est imparti. Donc, je voulais surtout que tout le monde s'associe à vous pour réfléchir sur ce mot de ghetto, qui en fait maintenant de plus en plus est associé à un archipel de micro-sociétés qui se développent autour des villes. Oui, tout à fait. Et donc, je sais que on ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais un film a également été projeté hommage au musée d'art juif au sujet de votre livre, et nous pourrons probablement en parler dans un très proche avenir.
Oui. D'avance, je vous dis merci Donatella. Merci à vous. Merci à vous. Quant C'était à un moi, plaisir. merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Là.